Paraula Libre, le média indépendant du pays Nissa. À tous et à toutes et bienvenue au Café des Éclos. Alors Philippe, vous n'avez pas de micro, mais en fait je vais vous prêter le mien. C'est pour ça que je me suis mis au milieu parce qu'on n'a que 2 micros, on a un petit budget. 2 micros pour 3. Donc, et Maman, lui, il a son micro personnel. Son micro. Alors on va commencer par... on va surtout essayer de faire... Là ça va être un petit peu interactif entre nos 2 invités, bien sûr. Puisqu'on n'a pas souvent la chance d'avoir 2 invités. On avait déjà eu une fois Nabatingue Toko et Kavan Yawara. Et là, on a encore deux grands joueurs de l'OGC Nice. Alors, on va commencer par Philippe, qui est un petit peu plus âgé que Maman, légèrement. Ça pourrait être mon fils, mais légèrement. On est rodentier. Alors Philippe, vous êtes né le 24 juin, 1962 à Moulins. C'est bien ça? Alors, parlez-nous un petit peu juste de votre début quand vous étiez gamin. Comment ça s'est passé votre... Quand j'étais gamin, mon père était footballeur. Donc on bougeait aussi de ville en ville. Donc depuis que je sais marcher, j'ai eu un ballon dans les pieds. On tapait les ballons avec le pied gauche et c'est parti comme ça. Le football est rentré dans ma vie tout petit sans que je me rende compte. Ça faisait partie de ma vie. Et votre frère aussi joue d'ailleurs, Franck? Franck, pareil, il était plus petit, il joue. D'ailleurs, il travaille à l'OGC Nice, à la cellule de recrutement. Pareil. Sauf qu'il essayait de me prendre le ballon quand nous étions petits, mais il n'arrivait pas. Alors Maman, vous êtes né le 31 août 1988 à Bamako, donc c'est au Mali. Oui, c'est ça. Et alors vous avez un point commun, vous savez, avec tous les deux, c'est que vous avez tous les deux 3 filles. Ah, exact. Hein, vous saviez ça? Voilà, vous avez amené les 3. Non, les deux avec moi. La dernière à la maison. Alors Maman, comment vous avez commencé à jouer au Mali? Oui, j'ai commencé tout petit. Nous, on jouait dans les quartiers. À Bamako, alors? À Bamako, et puis petit à petit, c'est venu comme ça. Et c'est Roger Ricor, je crois, qui vous a fait venir à l'OGC Nice. Oui, c'est ça. Je suis venu avec la CFA pour faire un essai, et après, j'ai signé ici. Et vous, qui c'est que vous a fait venir, Philippe? Moi, à l'époque où j'ai signé à Nice, j'appartenais à Lyon. Et j'étais très très bon. J'avais été prêté dans une équipe qui s'appelait Limoges. J'avais fini meilleur buteur de la 2e division, mais j'étais sous contrat avec Lyon, mais je voulais plus rester à Lyon et j'avais beaucoup de clubs. J'ai failli signer à Paris parce que Jules allait signer à Paris. Et Jules Bocandé. Jules Bocandé. Voilà. Et en fait, après j'ai refusé Paris, j'ai signé à Nice parce que je crains le froid. Et qu'à Nice, il fait beau toute l'année. Voilà. À Limoges, il fait pas chaud. À Limoges. Ouais, il fait pas chaud, mais on était couverts. Mais à Nice, on est mieux. Alors je crois que vous avez tous les deux préparé un petit peu l'interview. Et donc je crois que vous avez des questions l'un l'autre. Alors on va commencer un petit peu par ça. Alors Maman, est-ce que vous avez une question à poser à Philippe? Oui, j'ai 2 petites questions. On va commencer par la première, puis après on va faire la deuxième. Oui. Je voulais savoir comment il était comme joueur René Marseilla, j'ai une pensée pour lui et toute sa famille. Oui, parce que vous, il faut le dire, vous l'avez vu comme entraîneur, et Philippe l'a eu comme joueur. Comment il était comme joueur? Est-ce qu'il était aussi gentil que quand il était entraîneur? René Marsiglia, voilà, à l'époque on jouait à Nice, René jouait arrière gauche, Roger Ricor jouait milieu gauche, et moi je jouais attaquant gauche. On était le côté gauche. Et René Marsiglia, si un jour tu arrivais à l'entraînement, si tu n'avais pas le moral, si tu n'étais pas en forme, si tu avais des problèmes, c'est le mec qui te prenait. Il savait raconter les histoires comme personne. Et ta tristesse, c'est de la transformer. Il avait toujours un petit mot gentil. Et il avait une perception, une sensibilité humaine incroyable. Il avait toujours un petit mot gentil. Et il voyait ce que beaucoup d'autres joueurs ne voyaient pas quand tu n'étais pas bien. Et je pense qu'entraîneur, je pense que les jeunes joueurs ont dû beaucoup apprécier le coach parce qu'il avait une dimension humaine incroyable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord. Voilà, voilà René. C'était quelqu'un d'incroyable. Paix à son âme. Ils sont là avec Jules, ils nous regardent. Voilà. Alors Philippe, à vous de poser une question à Maman. Maman, si on avait joué à la même époque, est-ce que tu m'aurais donné beaucoup de caviar pour que je puisse marquer des buts? Je pense, ouais. Moi, je suis sûr. Voilà. La deuxième question, Maman, c'était? C'était pour savoir comment il était comme joueur, Jules aussi. Alors Jules, les anciens doivent se rappeler, c'était un Didier Drogba de l'époque, en plus technique, je dirais. C'était un guerrier, c'était
un joueur qui avait du cœur. Et l'anecdote, c'est que joueur, c'est le premier joueur africain qui a fini meilleur buteur du championnat de France. Avec 23 buts. Avec 23 buts. Et à l'époque, ça a été le plus gros transfert réalisé en France de Metz au Paris Saint-Germain. Donc ça vous situe le joueur. Et puis voilà, on parlait de René, voilà, dimension humaine, c'était un leader, il a été capitaine de l'OGC Nice, et c'était un monsieur, c'était un frère, quoi. Vous étiez souvent ensemble d'ailleurs, à l'époque vous étiez inséparables. Hein. Vous alliez un petit peu en discothèque ensemble, je crois aussi. En discothèque? Oui, Après les matchs, on était en discothèque. Avant les matchs, on était à la maison. Mais après les matchs, on était en discothèque et on rentrait au petit matin. C'est vrai. tout à fait. Hein? Le Rubik's Club. Le Rubik's Club. Le Rubik's Club. Le cœur samba. Le cœur samba. Il y a des gens qui étaient là à l'époque. Là, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Et puis, le black and white. Le black and white, tu vois, mais je ne m'en rappelle plus. Bah oui, il y avait 3 blancs à l'époque. Avec la Porsche. Hein, c'est pas potable. Alors, on va parler de l'histoire de la Porsche, parce qu'apparemment, il paraît que Jules, il avait une Porsche, et apparemment, alors racontez-nous cette anecdote sur la Porsche. Jules, quand il a signé à Paris, il y avait un président qui s'appelait M. Borelli, un grand président. Et... Non, Francis. Francis, pardon. Jean-Luc, c'est un gars- Francis, bien sûr, oui. Jean-Luc, c'est un gardien de but. Et le Paris Saint-Germain lui offre une Porsche blanche cabriolet magnifique, tu te rappelles. Et puis le mec, il est à Nice, et puis chaque fois, il me dit, ma voiture, ça va pas. Elle fait un drôle de bruit, le moteur, il force. Alors, j'essaye sa voiture, je dis, elle va bien ta voiture. Et puis, à un moment, il me regarde, et je dis, mais Jules, ton permis, là, au Sénégal, on achète les permis, ou quoi? Je dis, ta voiture, elle a 5 vitesses. Il passait jamais la 5e, il était toujours en 4e, donc le moteur il surchauffait sans arrêt. Voilà les Sénégalais qui conduisent, qui achètent le permis au pays, là, comme ça. Donc. Voilà l'anecdote. Il ne savait pas qu'il y avait une 5e sur sa Porsche. C'est quand même incroyable. Alors, vous avez une question pour Maman? Une autre question? La question, c'est que je suis super content de le voir. Et j'espère qu'il va continuer sa carrière parce que c'était vraiment un joueur. C'est un joueur qui fait lever le public. J'étais dans son pays, j'étais au Mali il y a quelques années. Peut-être les gens ici ne se rendent pas compte, mais au Mali, c'est une idole. C'est une idole, il n'y a pas une personne qui ne le connaît pas. Et donc, j'espère qu'il va continuer sa carrière, parce que je pense qu'il a encore beaucoup de choses à donner au football, parce que c'est un super bon mec, et c'est un super joueur. Voilà. Alors Maman, vous êtes là justement, on va parler un petit peu de votre actualité, puisque là vous n'avez que 30 ans hein, en fait. Hein. Oui. Et donc vous avez joué en Lituanie l'année dernière, donc là vous revenez pour essayer de retrouver un club Ligue 1 ou Ligue 2 enfin plutôt Ligue 1 je pense, mais bon. Ben après, ça dépend. Je travaille avec un préparateur physique actuellement et on va voir les opportunités qui vont s'ouvrir et puis après on verra. Si c'est un Ligue 2 ou c'est un Ligue 1, on verra. Ou ben si c'est un pays étranger. Alors quand vous êtes, on va rappeler un petit peu votre carrière. Hein. Donc vous avez joué notamment avec, on va peut-être pas rappeler tous les joueurs avec qui vous avez joué, mais enfin certains entre autres qui sont restés célèbres au club. Hein. Renato Sivelli, Kevin Alain, Christian Bruls, David Ospina, Darius Vitalic, Eric Botéac, Mathieu Godmer, Didier Digard, Alexis Bozetti, enfin bon, tous les Alassane Pléa et tous les derniers joueurs en fait, qu'on a connus récemment, et notamment Atem Ben Arfa aussi. Quel est le joueur qui vous a le plus marqué en fait dans cette période que vous avez joué à l'OGC Nice? Ben, Atem, c'était quelqu'un de très fort techniquement et puis c'était difficile de prendre le ballon. Mais comme un attaquant, c'était Dario Svitalic, voilà, que je trouvais que c'était un vrai attaquant. Il marquait beaucoup de buts et puis c'était un attaquant droit devant le but et que j'ai apprécié, j'avais envie de jouer à côté de lui. Alors Philippe, vous m'avez parlé d'une petite anecdote, on va essayer de... C'est assez marrant concernant à l'époque où le club a joué le maintien, d'ailleurs Maman aussi, hein, au début on a eu quelques périodes un petit peu difficiles aussi où on jouait le maintien. Donc parlez-moi un peu de cette histoire de prime, là, quand on était 16e, je crois que c'était dans les années 87-88. Donc parlez-moi un peu de cette histoire de prime.
Bon, je précise, c'est pas l'argent, mais c'est une anecdote, c'est que on était mal classés, je sais pas pourquoi, et puis un jour le président Innocentini venait dans le vestiaire et il dit bon les gars, maintenant je double et je triple les primes de match. Et du jour au lendemain, on est remonté au classement. Voilà. Ça faisait surtout des belles primes pour les jeunes, pour les plus jeunes surtout. Hein. Elle n'est plus jeune. Vous n'aviez pas des gros salaires à l'époque alors? Tout est proportionnel. Et déjà, tout le monde aime le football ici. Quand dans notre vie, on a de la chance de faire du football notre métier, on va se plaindre. Franchement. Regardez, on est là, 30 ans après, il y a des gens qui sont là, c'est pas magnifique ça? Hein, tous nissards de cœur, c'est magnifique. C'est ça, mais c'est le football. C'est le football, c'est tout. Donc, les salaires, c'est une chose, mais après, vous voyez, aujourd'hui, les salaires, c'est démesuré. Mais bon, la société est comme ça, mais tous les gens qui sont là, salaire ou pas salaire, c'est tous des gens qui aiment le football et qui viendront toujours au stade. Voilà. Voilà, tous des passionnés. Alors Mamad, on va parler un petit peu on va remonter un peu de carrière, hein. On va retracer un petit peu votre carrière. Donc vous avez notamment été entraîné par Frédéric Antonetti. Oui, Donc quel ça. souvenir vous avez un peu de Frédéric? Enfin, de Monsieur Antonetti. Pourquoi vous rigolez? Vous pouvez nous soutenir. Hein. Non, parce que je me rappelle, un jour, on était à l'entraînement avec M. Antonetti. Souvent, c'était un peu dur parce qu'il criait souvent. Et puis, nous, quand on était jeunes, on avait peur même d'aller sur le terrain quand c'était lui. Un jour, on était à l'entraînement et puis il y avait un joueur. Je ne veux pas dire le nom. Si, il faut dire le nom. Non, Ah, ça, si, on peut maintenant, on peut. C'était assez. Non, il est encore jeune, je pense. Ben, il a fait un centre et il a envoyé le ballon derrière le but et Antonetti il a dit ben, t'es un jardinier ou t'es un footballeur? Donc toujours on s'est moqué de ce joueur dans le vestiaire et puis c'était rigolo parce qu'il avait crié sur lui et il avait dit ça et puis ça nous a fait rigoler quoi. Voilà. Puis après, il y a eu la saison avec Didier et Nicole, là, ça a été un peu moins bien quand même. Hein. Ben, au début ça a été dur, ouais. Et pourquoi? Je sais pas, ben, le truc, je sais pas, c'était différent. Le coach il venait de la Ligue 2 et puis en Ligue 1, peut-être c'était différent et puis ça a été un peu dur. Alors on va revenir vers vous, Philippe. Alors Philippe, vous parliez d'un groupe fabuleux de la saison 88-89, avec notamment Rasténéat qui entraînait Nenad Djekovic, avec Jean-Denis qui était son adjoint. Il y avait notamment un petit peu tous les joueurs dont on a cité, donc Tony Turbos, Daniel Bravo, Marco Esner, évidemment Jules Bocandé, Eric Roy. Donc parlez-nous un petit peu de cette saison dont on se souvient tous. Le club termine 6e, avec des développes du jeu, on va dire. C'était une super saison parce qu'on avait un coach qui s'appelait Biekovic et qui aimait l'attaque. Donc en fait, des fois on jouait, je ne sais pas si les anciens s'en rappellent, on jouait avec 4 attaquants. Des fois on pouvait prendre 2 buts, mais on en marquait 3. Et c'était la liberté. Avec des fois des accidents, mais les joueurs on s'éclatait. On avait un groupe de joueurs, on s'autogérait. Ça veut dire que quand un joueur commençait à s'écarter, le groupe le reprenait, le remettait dans le droit chemin. Et c'était génial. Et depuis cette période, j'ai des joueurs, on est amis depuis ce temps-là, depuis 30 ans, et on se revoit tous avec un grand plaisir. Et c'est ça aussi le football. Alors vous avez une anecdote aussi sur les footings à Beaugrenier. Il paraît qu'il y avait des raccourcis, je sais pas. Expliquez-nous un peu comment ça se passait les footings. On peut dire ça, ouais. Bon, au football, il y a des joueurs techniques et il y a des joueurs physiques. Il y avait un joueur comme notre ami Eric Guérit, il avait 3 poumons, 4 poumons, il courait sans arrêt, même il venait de chez lui en courant. Et nous, les attaquants, on a des petits cœurs. Donc, quand on faisait des footings à Beaugrenier, il fallait courir 10 km. Donc, les anciens qui étaient déjà au courant m'avaient donné la combine. Alors, des fois, on partait avec tout le monde, on coupait dans les bois, on se cachait dans les herbes. Les premiers arrivaient et on rejoignait le groupe du milieu, on se mettait de la sueur et on arrivait comme ça. on avait coupé le footing et on s'est fait choper. Là, ils ont changé le parcours. Alors là, et les coachs, ils étaient là.
Ça nous a fait du bien, voilà une petite anecdote. Bon, c'était qui à l'époque, le coach Vous faisiez ça? Je crois que c'était Séraphin. Ouais, On l'a reçu ici d'ailleurs. ouais. Nenad aussi d'ailleurs. Nenad, c'était Nenad Biekovic. Moi, je l'adorais. Alors, vous faisiez ça vous aussi? Il paraît que Alexis Bozetti à Botac faisait un peu ça aussi, non? À votre époque. Enfin, qui est récent d'ailleurs. Hein. Ben ça, je sais pas trop si ça. Mais on chambrait un peu Alexis parce qu'à l'entraînement, il pensait qu'il partait vite et puis pour nous, c'était le plus lent. C'est vrai que c'était pas sa caractéristique. Voilà, mais pour lui, dans sa tête, il était le plus vite, il partait vite quoi, au démarrage. Mais pour nous, il faisait partie de ceux qui étaient plus lents. Plus lent, ouais. Alors vous avez eu la chance de, en fait vous avez eu la chance de jouer dans les deux stades puisque vous avez commencé au Stade du Rêve, vous avez continué à l'Alliance. Quel souvenir, enfin vous m'avez dit, hein, vous m'avez dit, je regrette vraiment l'ambiance du Stade du Rêve, enfin cette ambiance comme tous hein, d'ailleurs. Mais comment, expliquez-nous un petit peu ce changement, qu'est-ce que ça vous a fait? Ben personnellement après, je sais pas pour les autres joueurs, mais moi franchement j'ai aimé jouer dans le stade du Rhin parce que c'est là-bas que j'ai marqué mon premier but et puis l'ambiance, je pense que c'est différent que ici c'est moderne, c'est tout, mais là-bas c'était tout petit, mais c'était bien. Je crois que vous aviez une autre question à poser à Philippe, vous vous en souvenez? Bah, Philippe, comment il était Roger Milan comme joueur? Alors oui, on va parler de Roger Mila, donc avec qui vous avez eu la chance de jouer, hein, qui était un attaquant fantastique. Vous l'avez joué en sélection. Hein. Ouais, c'était mon capitaine et souvent je faisais les chambres communes avec lui. C'était un joueur fabuleux qui a été reconnu très tard, c'est dommage, mais c'était un joueur fabuleux. Il a eu une longue carrière d'ailleurs, il a fini à 41 ans je crois. À 42 ans, il a mis un but en Coupe du Monde. À 38, il en a mis 5. Et l'anecdote encore, c'est que je me rappelle, on était au Togo, au Gabon. On faisait la Coupe de l'UDAC, à l'époque, c'est des tournois interpays. Et lui, il a de la famille partout en Afrique, je ne sais pas comment c'est possible. Et je dormais dans sa chambre, je ne pouvais jamais aller dormir le soir, il y avait des gens sur mon lit, il y avait des gens sur les chaises. Donc c'était Roger Mila, moi c'était mon idole de jeunesse, je ne pouvais rien dire, alors je sortais de la chambre, je ne pouvais pas me reposer. Mais c'était un joueur fabuleux. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as vu les images. Oui, j'ai vu les images. Il était moderne déjà. Ouais. Il avait tout. Il avait la frappe de balle, il m'a appris plein de trucs, c'est des gestes d'attaquant pour écarter le défenseur. Il frappait des deux pieds, il montait haut à la tête. C'était un joueur fabuleux, complet, de l'époque. Voilà. De toute façon, les grands joueurs peuvent jouer dans toutes les époques pour moi. On va passer aux questions des supporters. Peut-être on peut la question déjà. Question déjà pour Maman. Maman, petite question. Donc, tu as marqué quelques buts avec le Chim. J'aimerais savoir lequel pour toi est le plus emblématique, ton préféré. Ben, c'est le but contre Bordeaux. Qu'on était mené 1-0 et puis 93e ou 94e minute c'était je pense. Et Didier récupère un ballon et puis j'ai vu que Renato Sivelli était devant parce qu'à l'entraînement je connaissais sa qualité. Et je suis resté à côté de lui, j'ai vu que Didier il allait dégager et je me suis dit que Renato il va gagner le ballon. Et puis après, Didier il a dégagé, Renato il a dévié, et puis après moi je suis allé et puis j'ai marqué le but d'égalisation, c'était à Bordeaux, on a fait 1-1 à la 94e minute et c'était quelque chose de bien parce qu'on n'avait pas lâché jusqu'au bout. Mais ça c'est dans ton caractère et dans le caractère d'Aïssois de ne pas lâcher. Mais c'est ça. Une question pour Philippe peut-être? Ouais, pour Philippe. Donc on va pas parler des boîtes de nuit et te demander quel était ton cocktail préféré. C'est sur toi, Philippe, c'est sur quel match tu as trouvé Jules au summum? Quand on avait battu. Attends. Ah, le match qu'il avait fait contre. Il avait mis un retourné là.
vous rappelez ce but là, sur retourné? Ouais. Oui. C'était contre qui? Strasbourg. Paris. Retourné. Un but maintenant comme ça, il fait le tour de. Bon. Ouais. Et bon, tu as beaucoup joué avec lui, et toi tu as marqué, je crois, 7 ou 8 buts avec le l'OGC Nice. Et toi, tu donnais des ballons, quoi. Tu n'arrivais pas de. Ouais. Et l'assistance que tu as fait le mieux, quoi, pour lui, c'est quoi d'après toi? J'en ai fait tellement que je ne me rappelle plus. Non, je déconne, mais ce que je veux dire, c'est que moi quand j'étais jeune, j'étais vraiment attaquant. Et après, j'étais sur le côté gauche. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à Nice qu'on m'a fait plus travailler, on dirait maintenant joueur de couloir. Attaquant quand on avait le ballon et redevenir milieu quand on le perdait. Mais donner un bon ballon de but, c'est un bonheur aussi. Donc c'est ton ami qui marque, un coéquipier, c'est un bonheur de donner un bon ballon de but. C'est de quoi je parle. Aïe. Maman, il faut. Barman a fait. Voilà, il faut Maman d'abord. Barman, par rapport à ton passage à l'OGC Nice, penses-tu être encore au club si tu n'avais pas eu toutes ces blessures? Je pense, oui. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de problèmes de blessures. C'est pour ça, je pense que l'aventure n'a pas continué. Sinon, je pense que quelqu'un qui a fait 11 ans au club, il aurait souhaité de continuer parce que mes enfants, tout le monde, ils sont nés ici. Et puis ma femme, c'est et ici, il y a le soleil, c'est pas partout, donc on aime bien rester ici. Ouais. Si ce n'était pas à cause de la blessure, je pense que je serais toujours à Nice. Et puis, voilà. Ok, une question à Philippe. Il s'entend à tout le monde, ça fait un micro. Philippe, lors de ton passage à Nice, on connaît le duo avec Gilles Candé. Est-ce que tu avais eu le même statut que lui avant les matchs pour se permettre de manquer des entraînements et être au top le jour de match? Non, moi je ne pouvais pas. Moi je manquais jamais à l'entraînement. Moi je sois malade ou blessé, mais autrement non, je manquais pas. On n'avait pas le même statut. Jules, c'était Jules quoi. J'étais son lieutenant. Des fois après 23 heures je devenais capitaine, mais j'étais le lieutenant. Voilà, bah écoutez, on est un petit peu pris par le temps, donc on va passer dans quelques minutes aux dédicaces et puis aux photos. Alors on va souhaiter bien sûr une bonne continuation à nos deux grands joueurs qui vont recevoir un trophée tout à l'heure, et puis il y aura un trophée d'honneur aussi qui sera remis en mémoire de Jules Bocandé, qui sera également remis tout à l'heure. Maman, on va vous souhaiter de retrouver un club de Ligue 1 très prochainement, peut-être le GC, je ne sais pas. Nous on est pour, mais bon après c'est pas nous qui avons et voilà, on vous souhaite de retrouver un club très rapidement. Et puis vous, on vous souhaite bien sûr, je crois que vous travaillez toujours un petit peu dans le recrutement, enfin vous êtes conseiller notamment, vous avez conseillé le GC Nice notamment. Je travaille pour le GC Nice et pour Auxerre. Maintenant vous êtes taché à Auxerre, c'est ça? Je voulais dire une chose. Moi, mon passage à Nice, ça m'a vraiment marqué. Et je voyage partout dans le monde, comme je t'ai dit. Et chaque fois que je rencontre un Niçois, quelque part dans le monde, je vais toujours vers lui, je lui dis Nissart. Parce que vraiment, Nice, le public de Nice, il parlait du Stade de Ré, ce Stade de Ré. On s'est chauffé, les gens ils étaient presque sur le terrain, il y avait quand tu marquais un but, tu allais t'accrocher au VH, c'était une osmose incroyable. C'était vraiment puissant. Et vous allez être d'accord avec moi, il y avait les gens étaient là. Le stade est magnifique, attention, là, on est passé dans une autre dimension, mais tous les gens qui ont joué au Stade du Ré, ils ont aimé le Stade du Ré. Il y avait, oh là là, des fois, il y avait la fumée, on était obligé d'arrêter le match. Et quand tu marquais un but du côté, là, tu allais t'accrocher au rien, tu voyais toute la tribune qui descendait, qui t'attrapait les mains, c'était fabuleux. Voilà. Vous avez peur de venir au Ré? Grave, on parle toujours de l'OM, mais Nice, c'était quoi? Hein? Ouais, Marseille, quand il venait là, il faisait pas les malins. Hein? Je me rappelle une année, on jouait ici, ils devaient être champions, Marseille ou Bordeaux. Et les joueurs, on se connaît tous. Les mecs, laissez-nous gagner, tiens, on va te laisser gagner, tiens. On n'avait plus rien à jouer, on les a battus 3-1 ici. Je me rappelle. Ils pleuraient, ils disaient arrêtez, tiens, arrêtez quoi? On les a battus, on ne gagne pas ici. En tout cas, je vous remercie de nous avoir reçus. Voilà, merci à tous, merci pas mal. Vous applaudissez bien fort, on vous remercie de venir, je vous souhaite bien sûr une bonne continuation. Oh la mia bella Nisa, regina dei flu,
canterai tu giù, canterai di montagna, il tiu tan riv de cor, li tiu verdi campagna, li tiu gran soleil d'or, tu giù e canterai, su tali tiu